Comment ça marche, toutes ces machines moléculaires? Un épisode dans lequel on va tenter de rétablir une certaine cohérence entre la physique et les machines biologiques qu'on a vues dans les épisodes précédents. Comment de simples molécules pourraient se repérer et s'identifier, comment faire ce qu'elles font en respectant les lois de la physique, comme la conservation de l'énergie et l'augmentation de l'entropie. Tout ceci est-il cohérent sur le plan statistique? Et enfin, comment ça fonctionne vraiment en détail un robot moléculaire, comme celui-ci par exemple? Le premier aspect de cette réalité microscopique dont on va parler est le concept de mouvement brownien. À l'échelle moléculaire, absolument tout bouge et la complexité des collisions rend ceci indiscernable de mouvements aléatoires. Les molécules se collisionnent constamment et changent régulièrement de direction, de vitesse, d'orientation et de vitesse de rotation sur elles-mêmes. Les plus grosses molécules vont même vibrer avec plus ou moins d'amplitude, en changeant aussi régulièrement leur chorégraphie vibratoire. Cet aspect statistique présente beaucoup d'atouts. Le premier, c'est la disponibilité de l'énergie. Si vous attendez à un endroit particulier de cette agitation, arrivera toujours un moment où par hasard passeront à votre portée des molécules très rapides, vous donnant donc accès à une certaine quantité d'énergie sous forme cinétique. Plus votre besoin en énergie instantanée est élevé, moins ceci se produira souvent, mais l'aspect aléatoire du phénomène garantit une certaine fréquence moyenne de cette disponibilité. Le second atout, c'est la disponibilité des matériaux, grâce au processus de diffusion. Si votre environnement contient une certaine espèce chimique, elle finira par passer à votre portée. Et ça nous amène à une question plus quantitative. À quelle vitesse se produit tout ceci? Quels sont les ordres de grandeur qu'est-il légitime d'attendre de cet aléatoire? La température est la grandeur qui mesure l'énergie cinétique moyenne des molécules. À température ambiante, la vitesse moyenne d'une molécule est de l'ordre de plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres par seconde. Je vous invite à bien saisir à quel point ceci est élevé, d'une part déjà à notre échelle, mais surtout relativement à la taille de cette molécule. Plusieurs centaines de mètres par seconde, rapporté à sa taille de quelques milliardièmes de mètres, c'est simplement démentiel. On aura l'occasion de voir un peu plus tard ce que ceci implique sur la dynamique de nos nanomachines. On va mettre de côté ce premier aspect cinétique et parler de la notion d'enzyme. On a eu l'occasion de le voir, une enzyme c'est un catalyseur, c'est-à-dire quelque chose qui aide une réaction chimique, mais sans être consommé pendant cette réaction. Mais ça peut sembler être un paradoxe. Pour avoir lieu, une réaction chimique a souvent besoin de franchir un certain seuil énergétique, ce qui, comme on l'a vu, va finir par se produire à une certaine fréquence au hasard des collisions moléculaires. Mais d'un autre côté, on dit qu'une enzyme, ou plus généralement un catalyseur, permet de s'affranchir de cette dépendance énergétique, d'augmenter la fréquence d'une réaction sans augmenter la fréquence des pics d'énergie disponibles. La question naturelle est donc, comment un catalyseur peut-il faire tout ceci sans violer la loi de conservation de l'énergie? Comme on vient de le dire, pour passer des réactifs aux produits, on peut avoir besoin, dans une réaction chimique, d'énergie. Pour visualiser la chose d'une manière générale, on peut réfléchir en termes de configuration. Une réaction chimique, ce n'est rien d'autre qu'un changement de configuration des atomes, leur configuration initiale correspond au réactif, leur configuration finale correspond au produit, et entre les deux, la configuration de ces atomes varie continuellement pour passer de l'un à l'autre. Une configuration donnée a une certaine énergie sous forme potentielle. Une des raisons pour lesquelles une réaction chimique peut avoir besoin d'énergie pour se produire, c'est qu'il soit nécessaire de passer par des configurations intermédiaires avec beaucoup d'énergie potentielle. C'est similaire à vouloir franchir une montagne avec une voiture. Avant et après la montagne, on a peu d'énergie potentielle de pesanteur, mais en haut de la montagne, on en a beaucoup, ce qui nécessite d'en emprunter temporairement, même si on peut la restituer pendant la descente, même si le bilan total énergétique entre départ et arrivée est très faible. Une enzyme, en englobant les réactifs, permet entre autres de leur donner un accès à davantage de configurations intermédiaires, ce qui, dans notre représentation, correspond à autoriser plus de routes avec de bonnes chances d'en avoir certaines passant par des cols moins élevés que le sommet de la montagne, nécessitant ainsi d'emprunter temporairement bien moins d'énergie et donc arrivant statistiquement plus souvent. Tout ceci en respectant donc évidemment la loi de conservation de l'énergie. Un autre mécanisme par lequel une enzyme peut augmenter la fréquence d'une réaction, c'est en modifiant les probabilités de rencontre des réactifs,
en les rapprochant entre eux et en les orientant idéalement pour que la réaction se produise. Sur le paysage des configurations, ça revient à faire l'inverse de précédemment. Fermer des accès sur des routes alternatives pour empêcher qu'on s'y perde et ne garder que celles menant à la configuration des produits. Tout ceci utilise un autre grand principe de fonctionnement de ces machines moléculaires, la complémentarité. D'une part, dans leur forme en 3 dimensions, pour pouvoir s'approcher, il faut que les profils des molécules soient adaptés, mais aussi dans leur profil de charge. Une molécule aura à sa surface des charges électriques partielles. Les charges de même signe se repoussent, les charges de signe opposé s'attirent. Lorsqu'on a les deux types de complémentarité, les molécules passant suffisamment au voisinage l'une de l'autre vont spontanément pouvoir s'assembler, en adoptant ce comportement un peu collant, comme de petits aimants. Et comme tout ceci baigne dans un véritable chaos énergétique, on peut observer l'inverse, qu'au hasard des collisions, leur appariement soit rompu. Je ne peux pas vous parler de cet aspect de forme sans évoquer la véritable révolution scientifique fin novembre 2020. Dans le vivant, les protéines, ces composants des machines moléculaires, sont initialement de simples chaînes d'acides aminés. Ce sont leurs interactions avec elles-mêmes, avec leur propre profil de charge, qui vont les amener à se replier selon une forme 3D spécifique qui sera essentielle à leur fonction. Mais comme ça respecte les lois déterministes de la physique, ça ne dépend que de la composition de la chaîne. Et donc, a priori, on pourrait prédire, par le calcul, depuis uniquement cette composition, la forme finale d'une protéine donnée. C'est dans cette optique qu'a été créé, il y a une trentaine d'années, un concours pour faire le point sur les meilleurs programmes capables de réaliser cette tâche. Et l'arrivée de l'intelligence artificielle de DeepMind, AlphaFold, a littéralement tué le game. Déjà en 2018, en passant de 60 à 70% de précision après plus de 15 ans d'aucun progrès visible, mais surtout en cette année 2020, en atteignant la précision de 90%, rendant maintenant de telles prédictions exploitables en pratique, au point qu'on puisse considérer le problème comme résolu. Une révolution qui va considérablement accélérer la recherche du domaine, en permettant ainsi d'éviter beaucoup de travail long et onéreux en laboratoire. Mais revenons à nos grands principes de la dynamique moléculaire. On peut mettre en pratique ces concepts d'enzymes, de mouvements browniens et de complémentarité en prenant comme exemple une petite partie du métabolisme cellulaire, le cycle de l'acide citrique. On rappelle que le métabolisme, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des réactions chimiques contrôlées prenant part au sein de la cellule. Ici, on ne s'intéresse pas au rôle de ces réactions en particulier, mais simplement à avoir une représentation fidèle de leur dynamique. Sur ce cycle, il y a les espèces chimiques qui peuvent avoir le rôle de réactifs ou de produits, et il y a les réactions chimiques elles-mêmes, symbolisées par des flèches noires et permises par des enzymes. Mais en pratique, comment ça se déroule vraiment ? Est-ce qu'un composé chimique a la prescience de où il doit se rendre à l'étape suivante ? Comment une enzyme pourrait-elle reconnaître ce sur quoi elle doit travailler ? Voici à quoi ressemble l'environnement moléculaire permettant de réaliser ce cycle de l'acide citrique. Ce qu'on remarque, c'est que les différentes enzymes permettant chacune des réactions ne sont d'une part pas seules dans leur rôle, elles sont présentes en de multiples exemplaires, mais d'autre part, elles n'ont pas d'adresse particulière. C'est un bain global d'enzymes, ce qui importe, ce sont les concentrations. Les espèces chimiques modifiées par ces enzymes se baladent librement, leur mouvement est aléatoire, et tôt ou tard, la bonne enzyme rencontre les composés sur lesquels elle peut travailler. C'est le principe de complémentarité de forme et de profil de charge qui rend spécifique ce sur quoi travaille chaque enzyme. Dans cette animation, le comportement des molécules libres semble étrange, comme si chacune savait où elle doit se rendre, pouvait viser la bonne enzyme. On reviendra sur cet aspect étrange un peu plus tard. Voici la plus grosse enzyme intervenant dans le cycle. Elle illustre très bien comment une enzyme peut augmenter l'aspect statistique d'une réaction. Elle est composée de plusieurs fois la même structure répétée. Celle-ci coordonne une séquence de plusieurs réactions en contrôlant les produits intermédiaires via un bras articulé, une sorte de chaîne qui les retient. Le bras bouge aléatoirement grâce au mouvement brownien, mais ce dispositif augmente considérablement la probabilité que ces composés intermédiaires rencontrent le bon réactif plutôt que de se perdre dans la cellule. Cet aspect, où on allie concentration, cinétique et statistique, on le retrouve dans quasiment tout ce qui se passe dans une cellule. Et parfois la manière dont on présente ces mécanismes n'en rend pas bien compte. Par exemple, on a eu l'occasion de le voir dans un élément central de la génétique.
Lorsque l'ADN est lu par une machine du nom d'ARN polymérase, pour être transformé en brin d'ARN, lui-même lu par une machine du nom de ribosome pour être transformé en protéine. Et ici, c'est la même remarque. Les molécules ne sont pas dotées de préscience pour savoir où elles doivent se rendre. Cette description schématique ne rend compte ni du nombre d'acteurs, ni de l'aspect statistique du phénomène. On peut donner quelques ordres de grandeur. Dans le noyau des machines ARN polymérase, il y en a des milliers. Une transcription d'un gène donné en ARN peut se produire en boucle des dizaines de fois sur une courte période. On a donc souvent, à un instant donné, des dizaines de brins d'ARN identiques correspondant au même gène, au même emplacement d'ADN. Ils vont tomber par hasard sur un des millions de ribosomes disponibles. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. Un des millions de ribosomes disponibles va venir s'assembler sur ces brins d'ARN, et il est très courant que plusieurs ribosomes travaillent en même temps sur le même brin, chacun traduisant en un exemplaire de la protéine correspondante. En résumé, des milliers d'ARN polymérases, des millions de ribosomes, et pour un seul gène actif, à un instant donné, des dizaines de fois sa version ARN et des milliers d'exemplaires de sa protéine correspondante. Parfois, les animations elles-mêmes peuvent nous donner une vision biaisée de cet aspect statistique. On a rapidement évoqué le comportement étrange des molécules dans l'animation sur le cycle de l'acide citrique. Mais ici, on va prendre comme exemple une animation de l'ARN polymérase, la machine qui transforme l'ADN en ARN. Pour faire son travail, elle a besoin des briques élémentaires de l'ARN, les nucléotides, puisque son travail consiste à les assembler. Mais elle les trouve comment, ces nucléotides? Vraiment par hasard? Voici une illustration de cette ARN polymérase en action. Cette machine construit son brin d'ARN à la cadence de 50 bases par seconde, c'est-à-dire qu'on se trouve environ ici, à vitesse réelle. Si on observe les bases qu'elle utilise pour construire sa chaîne, en jaune, leur comportement est étrange. Elles semblent se diriger vers la machine, être en quelque sorte absorbées par celle-ci. D'autre part, la machine ne doit pas assembler n'importe quoi. Elle doit choisir précisément quelle base ajouter à sa chaîne pour avoir une correspondance avec l'ADN qu'elle est en train de transcrire. Ces deux problèmes sont en fait un problème d'illustration. D'une part, pour qu'on y voit quelque chose, les concentrations ne sont pas respectées. Il y a bien davantage de ces petites molécules. D'autre part, souvenez-vous de ce qu'on a dit. À température ambiante, une molécule libre se déplace à une vitesse moyenne de plusieurs centaines de mètres par seconde. Le diamètre de notre nanomachine est ici d'environ 10 nanomètres, ce qui veut dire que dans le temps qu'il faut à notre machine pour ajouter juste une base, environ 1/50 de seconde, une molécule libre a eu le temps de se déplacer sur une distance d'1 milliard de fois le diamètre de cette machine. Les différences d'ordre de grandeur sont tellement grandes qu'il est strictement impossible de représenter fidèlement, sur la même animation, le mouvement des molécules libres et le mouvement de notre machine. En ce qui concerne le second problème, comment notre machine aurait toujours la base qui correspond à son besoin? Elle ne l'a pas. C'est un phénomène statistique. 3 fois sur 4, le mauvais nucléotide sera considéré et rejeté. Cette machine passe 75% du temps à tenter sans succès la complétion de sa chaîne. Ainsi, sur le plan quantitatif, le mouvement brownien se déroule à des échelles de temps et de vitesse tellement impensables que des événements très rares, comme la rencontre par hasard du bon nucléotide au bon moment avec notre ARN polymérase, arrivent de nombreuses fois par seconde. Dans certains cas, l'approvisionnement aléatoire est complété par d'autres mécanismes. Par exemple, dans le cas du ribosome, celui-ci doit avoir à disposition les molécules d'ARN de transport et l'acide aminé qu'il transporte. Mais c'est une molécule hautement asymétrique et assez grosse. Attendre qu'elle passe par là avec la bonne orientation et rentre dans le ribosome serait trop peu fréquent. Pour résoudre ce problème, le ribosome a, à sa surface, plusieurs protéines mobiles, représentées ici en rouge, qui vont lui permettre de capturer des matériaux dans un voisinage plus large et surtout l'aider à les orienter et à les placer sur son site actif. Une version moléculaire de l'épuisette et de l'entonnoir. Ici aussi, on peut donner quelques ordres de grandeur. Un ribosome assemble une protéine à la vitesse d'une dizaine d'acides aminés par seconde. Et là non plus, il n'a pas la prescience de savoir si l'acide aminé que le hasard lui apporte est le bon. Comme il existe une vingtaine d'acides aminés, le ribosome va donc avoir 19 fois sur 20 la mauvaise molécule et va l'éjecter le plus vite possible pour retenter avec une autre.
Ici également, même si cette cadence de 10 acides aminés par seconde semble énorme, c'est extrêmement lent par rapport à la vitesse de déplacement des molécules libres, et avoir conscience de cet écart de grandeur permet de se représenter de manière cohérente la dynamique statistique de telles machines. Pour apporter des molécules sur de longues distances et dans des recoins cellulaires, comme les branches d'un neurone par exemple, la diffusion ne suffit pas. Le vivant a mis en place des machines spécialisées dans le transport, comme la célèbre kinésine que vous voyez ici, marcher sur un microtubule en tractant son chargement. Ce que je vous propose de regarder, c'est comment ça marche une telle machine, sur quels principes physiques celle-ci se base pour faire ses petits pas. Comme vous l'aurez compris, ce qui donne la forme aux protéines, c'est leur propriété électrique locale. C'est une notion d'équilibre entre force de tension et force de répulsion. Ces équilibres sont parfois fragiles et une modification locale ou une modification du contexte peut se répandre comme une avalanche dans la protéine, aboutissant à une stabilisation dans une forme très différente. C'est la notion de changement conformationnel, et ça peut être déclenché par beaucoup de choses, le pH de la solution, les autres molécules qui viendraient se coller, et même parfois simplement la lumière. Le vivant met à profit ces changements conformationnels essentiellement de deux manières. En utilisant le changement de forme comme un changement de fonction ou d'outil, en utilisant l'aspect dynamique de la modification elle-même pour réaliser un mouvement. La kinésine utilise comme source d'énergie des molécules d'ATP, très courantes dans la cellule. ATP veut dire adénosine triphosphate, et on en récupère de l'énergie en utilisant une molécule d'eau pour la briser en adénosine diphosphate, ADP, plus un groupe phosphate. Le mouvement de la kinésine suit les étapes suivantes. On a initialement une de ces têtes sur le microtubule. Oui, je sais, on dirait plutôt un pied, mais les biologistes appellent ceci une tête, car c'est bien connu, on marche sur nos deux têtes. On a donc cette tête solidement attachée, par complémentarité de forme et de charge, sur le microtubule. Elle va libérer une molécule d'ADP, qu'elle contenait comme résidu du pas précédent. Ceci va lui faire serrer, par changement conformationnel, encore davantage son point d'ancrage. Maintenant vide, elle peut capturer une molécule d'ATP, ce qui va déclencher un autre changement conformationnel plus spectaculaire au cours duquel elle enroule sur elle-même son cou, projetant l'autre tête vers l'avant. L'autre tête contient encore de l'ADP. Ici aussi, il s'agit d'un résidu du pas précédent. Elle va s'attacher au microtubule par complémentarité de forme et de charge. À ce stade, la première tête va briser son ATP par hydrolyse, ce qui va la détacher du microtubule. Elle garde en elle comme résidu de l'ADP. On se retrouve maintenant dans la même configuration qu'initialement, en inversant le rôle des deux têtes. Le cycle peut recommencer. La vitesse réelle de la kinésine est de l'ordre de 100 pas par seconde. Et là encore, je vous laisse imaginer les concentrations et vitesses réelles de l'ATP pour que des statistiques de rencontre collent avec un tel ordre de grandeur. Cette molécule d'ATP, qui est le carburant de cette machine, est en fait un carburant très répandu dans la cellule. Les machines qui nécessitent de l'énergie la prennent généralement sous cette forme et récupèrent cette énergie en brisant la molécule d'ATP en deux. Pour continuer à profiter des superbes animations de Wii TV, je vous propose de regarder comment fonctionne la machine qui produit l'ATP, l'ATP synthase. Voici l'ATP synthase en action. On ne peut que s'émerveiller devant la complexité d'une telle machine. Elle est fixée sur la membrane d'un tube dont l'intérieur contient un excès de protons représenté ici en blanc. La base de notre machine n'est rien d'autre qu'une turbine à pales entraînée par les protons faisant pression pour passer de l'intérieur à l'extérieur. Cette turbine entraîne un axe sur lequel est enroulée une protéine, lui donnant ainsi une forme asymétrique permettant de transformer ce mouvement de rotation en un mouvement de pompe. Pour former de l'ATP, l'enzyme pompe ainsi entraînée ne fait que presser fermement ensemble de l'ADP et le groupe phosphate à y ajouter. La machine contient 3 de ces pompes et peut donc réaliser à chaque tour 3 molécules d'ATP. La vitesse de rotation réelle du dispositif est de l'ordre de 100 tours par seconde. Et comme précédemment, cette animation ne peut pas rendre compte correctement de la vitesse démentielle réelle des molécules libres. Il ne s'agit que d'un exemplaire de cette machine, parmi des milliers au sein d'une mitochondrie, elle-même ayant des centaines de représentants au sein d'une seule de vos cellules. En résumé, une telle machine réalise une conversion énergétique,
depuis une forme d'énergie potentielle via la différence de concentration en protons, transformée ensuite en énergie mécanique sous la forme de la rotation d'un axe et du mouvement de pompe qui l'entraîne, elle-même finalement convertie en énergie chimique de liaison stockée à l'intérieur des molécules d'ATP produites. Cette machine fonctionne dans un contexte très précis, comme une turbine au sein d'un barrage, et ne serait rien sans le barrage qui va avec. Son rôle est donc essentiellement de convertir une énergie complexe à exploiter en cette monnaie d'échange qu'est l'ATP, qui peut s'utiliser dans tout contexte par n'importe quelle machine et qui lui sera amenée spontanément par simple diffusion. L'émergence de structures avec un tel degré d'organisation peut sembler choquante, notamment lorsqu'on considère le second principe de la thermodynamique qui semble dire qu'on devrait plutôt aller de l'ordre vers le désordre. Mais c'est en fait une incompréhension du second principe, une simplification pédagogique de celui-ci beaucoup trop vague pour être utilisable. Je vous propose de voir sur un exemple comment une structure peut se former tout en respectant bien ce fameux second principe. Considérons ces molécules. On va faire un bilan de l'évolution de l'énergie et de l'entropie pour passer d'une forme disjointe et désordonnée à une forme compacte et ordonnée. Ces molécules sont complémentaires et donc s'attirent lorsqu'elles se trouvent dans leur voisinage immédiat. Lorsqu'elles sont encore loin, on a de l'énergie sous forme potentielle, ici de l'énergie potentielle électrique. En se rapprochant, cette énergie potentielle électrique diminue et donc une autre énergie, ici l'énergie cinétique, doit augmenter. Nos molécules tombent les unes sur les autres et de plus en plus vite. Arrive le moment de la collision à partir duquel elles vont rester collées ensemble. Mais en restant ainsi collées, il n'y a plus l'énergie cinétique sous la forme des mouvements de translation précédents. Une autre forme d'énergie doit la remplacer. Et il s'agit d'énergie sous forme vibratoire. Notre agrégat de molécules vibre et ondule sur lui-même. À ce stade, entre le début et cet état, il y a eu augmentation de l'entropie. L'énergie qui était initialement bien rangée sous forme potentielle est maintenant désordonnée sous forme vibratoire. On sent bien qu'il serait étrange que depuis cet état assemblé, nos molécules se séparent et que les vibrations se coordonnent pour reformer des mouvements de translation propres dans des directions opposées. On a donc ici un exemple d'augmentation d'entropie qui est favorable à la création d'une structure. Dans la suite de sa vie, cet assemblage vibrant va rentrer en collision avec des molécules plus petites, comme des molécules d'eau. Et au fur et à mesure des collisions, il va leur communiquer une partie de son énergie vibratoire. Notre agrégat se calme tout en augmentant l'énergie sous forme thermique autour de lui. Il accélère les molécules d'eau, leur donnant davantage d'énergie cinétique. Le tout converge vers un état d'équilibre. Si on fait maintenant le bilan entre le début et cet état, notre système de deux molécules a perdu de l'énergie et a perdu de l'entropie. Mais dans le même temps, cette énergie a été récupérée par l'environnement et s'y trouve maintenant diffusée et extrêmement désordonnée, augmentant beaucoup l'entropie de celui-ci. Le bilan total entropique respecte donc bien le second principe de la thermodynamique, il est positif. Ainsi, le second principe de la thermodynamique n'est en aucun cas incompatible avec la formation d'ordre et de structure. Il y est même très souvent favorable, par exemple lorsque des molécules d'eau s'organisent en réseau pour former de la glace, ou encore plus extrême, un flocon de neige. C'est parce que cette notion d'ordre, contrainte par le second principe, ne concerne pas que la matière, mais bien également l'énergie. Une manière très simple pour un système de réaliser localement une baisse d'entropie, c'est de consommer un carburant, comme de l'ATP, et d'en dissiper l'énergie, initialement bien rangée, sous forme thermique dans l'environnement. Lors de cette dispersion, l'entropie de cet environnement augmente considérablement, et vis-à-vis des lois de la physique, on a donc les mains libres pour diminuer l'entropie d'autres choses, tant que le bilan total n'en fait pas disparaître. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère que vous avez suffisamment de clés pour vous représenter mentalement une vue cohérente de toute cette dynamique microscopique. Pour d'autres données quantitatives sur le vivant, je vous invite à consulter le site BioNumbers, c'est la source principale pour savoir par exemple combien trouver de ribosomes dans une cellule, ainsi que leur cadence de fonctionnement. Vous trouverez également en description et en fiche les liens vers les splendides animations de WEI TV et l'épisode très complet de Science étonnante sur l'intelligence artificielle AlphaFold si vous désirez creuser le sujet. N'oubliez pas de partager les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire et retrouvez Patience sur Tipeee, Twitter et Facebook.